Oui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, notre sujet, les terres agricoles en zone urbaine. Et pour l'occasion, nous allons rencontrer M. Alain Junot, qui est producteur agricole du côté de Saint-Augustin, et également M. Charles-Félix Ross, qui est économiste en chef à l'Union des producteurs agricoles. Donc, je vous souhaite une très belle émission. Bonjour, je suis Alain Junot, producteur de vaches-veaux et de fourrage à Saint-Augustin de Demont. Moi, j'ai acheté en 1980 de ma mère, parce que mon père était décédé, ça faisait déjà 5 ans, en 1980. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à faire de l'engraissement. Moi, j'ai une carrière de vie un peu spéciale. À ce moment-là, j'ai une formation en agronomie. J'ai une formation en agronomie. Elle parle plus fort que moi, elle, là. J'ai une formation en agronomie, puis j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral de 1976 à aller jusqu'en 1997. Mais j'ai toujours exploité la ferme ici à temps partiel, là. Donc, j'ai fait au début des années 80, je faisais exclusivement de l'engraissement. Mais compte tenu que c'est un marché très difficile et spécifique, finalement, j'ai transformé la ferme avec le temps en troupeau de vaches-veaux. Expliquez-nous qu'est-ce qui a été le plus difficile depuis toutes ces années-là dans le métier d'agriculteur ici à Saint-Augustin? Oh, bonne question. C'est parce qu'on est vraiment dans un milieu périurbain. On a toujours la préoccupation de savoir à quel moment les maisons vont se rapprocher encore davantage. Parce que moi, je suis à peu près à un demi-kilomètre là, du quartier résidentiel de Saint-Augustin. Puis à Saint-Augustin, il y a deux pôles. Aux environs de l'église, il y a un pôle, puis il y a également, proche du lac Saint-Augustin, il y a l'autre pôle de ça. Puis moi, je me trouve être situé vraiment entre les deux. Donc, on est vraiment dans un bassin de population. Quand on travaille dans le champ, là, qu'on doit prendre la route, là, entre 7 et 8 heures le matin, il y a beaucoup de trafic, on a beaucoup de doigts d'honneur. Puis l'après-midi, entre 4h30 et 5h30, là, puis c'est dans le temps des foins, tu te promènes avec tes ballerons, n'importe quoi dans le champ. Moi, je suis déjà arrivé ici, en arrivant pour rentrer chez moi, il y avait 30-35 chars en arrière de moi, là, puis c'est régulier, là, surtout quand on est dans les heures entre 4h30 et 5h. Donc, c'est sûr que les gens, ils viennent vraiment intolérants. Donc, mais, par contre, en même temps, on est proche de Québec, on est à 15 minutes du centre-ville de Québec. Mais pour l'agriculture, c'est toujours... On sent toujours une pression. On ne sait jamais à quel moment le quartier résidentiel va se rapprocher. Une chance qu'on a la loi 90 sur le zonage agricole. Pour le moment, ça nous protège, mais jusqu'à quand? En tout cas, je pense qu'on est encore bon pour un bout de temps, mais éventuellement, je ne sais pas ce qui va se passer là. Au niveau de Saint-Augustin, actuellement, il ne reste plus aucun endroit pour qu'on... Il reste peut-être... Dans un quartier résidentiel, tout est construit. Donc, il n'y a plus d'endroit, il n'y a plus d'espace disponible actuellement en zone blanche. Pratiquement pas d'espace disponible à Saint-Augustin actuellement pour de la zone blanche. Donc, éventuellement, dans le plan de développement de la communauté métropolitaine qui a été adopté en juin 2012, il y a eu des zones d'expansion prévues à Saint-Augustin. Et la ville de Saint-Augustin, éventuellement, va peut-être demander ça. Mais est-ce que la CPTA va dire oui? Pas nécessairement.
Donc, parce que la zone d'expansion qui est prévue à Saint-Augustin dans le plan de développement de la communauté métropolitaine de Québec, elle finit à 2 terres de la mienne, là, actuellement. Là. Si jamais ça devient... Les maisons vont se rapprocher encore plus. Là. À 2 terres de la mienne, la zone d'expansion finit. Là. On parlait justement de la zone là, qui a été vendue. Ça fait partie d'une zone éventuellement qui va être bâtie. On va bâtir des maisons ici? Il y avait des zones d'expansion qui avaient été autorisées pour Saint-Augustin et la Ville de Québec. Et Saint-Augustin, il y a 2 zones qui ont été autorisées, qui ont à peu près 147 hectares. Ici, il y a une zone qu'on voit tout ici, c'est 100 hectares qui avaient été autorisés. En fait, l'objectif de ça, il disait à Saint-Augustin, si jamais tu veux dézoner quelque chose au niveau du plan d'urbanisme de la communauté métropolitaine de Québec, il va falloir absolument que ça se fasse là. Par contre, ça va toujours prendre une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole. Puis est-ce que vous pensez justement ce genre de situation-là, avec les lois, il va-t-il en rester des producteurs dans quelques années si on regarde sur 10, 20 ans, 30 ans? Est-ce qu'à un moment donné, tous les producteurs vont finir par disparaître dans cette zone-là? Bien, actuellement, dans la zone où je demeure, moi, j'ai pas de relève. J'ai 2 enfants, ma fille et puis mon fils. Ils n'étaient pas intéressés à la ferme, bien, surtout du contexte, je les comprends peut-être, mais il n'y a pas d'intérêt. Si on regarde dans le secteur ici, on est 3 producteurs agricoles, alors que quand j'étais, il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune, mettons à 10 ans, il y en avait une douzaine. Actuellement, on est 3 qui exploitent, mais toutes les mêmes terres. À 3, on les cultive toutes. Là. Mais on est propriétaire de nos terres respectifs, mais il y en a la moitié de ces terres-là actuellement qui appartiennent à des non-agriculteurs, des compagnies à numéros. Là. Mais ça, c'est depuis plusieurs années. Donc, les gens, ils ont acheté ça en espérant faire peut-être une pause de développement, mais je pense que ça ne se fera pas à court terme, ça, c'est clair. C'est qu'actuellement, ici, qu'est-ce qui va se passer avec ma ferme dans 10 ans? Je ne le sais pas. En tout cas, c'est sûr que ce ne sera pas mes enfants. Moi, surtout que je n'ai pas une grande superficie, je ne sais pas ce qui va se passer avec. J'ai aucune idée. On ressent de l'inquiétude au niveau des producteurs. Mais là, il y a comme une tendance. On a quelques producteurs qui sont de jeunes producteurs, ou des vieux producteurs qui sont en train de transférer à leurs fils. Puis ces gens-là sont animés. Je pense que ça va créer un nouveau dynamisme qui va être très bien pour le secteur. Mais les jeunes qui s'installent là-dedans, la plupart du temps, c'est des producteurs laitiers. Bien souvent, dans le transfert de ferme, c'est dispendieux, puis ils ont des gros emprunts. Ils sont préoccupés un petit peu, là, définitivement qu'ils sont préoccupés avec la pression du développement. Il y a une préoccupation. Moi, j'essaie de les rassurer parce que je leur dis que la loi 90, elle est là. Puis la loi 90, on se rappelle que c'est toujours la loi sur le agricole. Là. À date, je pense qu'elle a été efficace, puis elle a fait la job qu'elle doit faire. Sauf qu'on entend toutes sortes de rumeurs. Avec le nouveau pacte municipal, les unions municipales, ils demandent à avoir un peu plus de latitude en zonage agricole. Tout ce que j'espère, c'est que notre ministre de l'Agriculture, il la modifiera pas. En tout cas, je veux pas qu'il la rende plus... moins sévère. Moins rigide, oui. Moins rigide, exactement, c'est le mot. Ici, dans le secteur, puis même à l'exception peut-être du cas que tu parlais dans la région de Beauport, etc., mais ici, dans le secteur, les terres qui ont été achetées, c'est pas dans les dernières années. Donc, ils ont été achetés au moment des achats, pas mal au prix agricole. Donc, actuellement, nous, on est correct tout ce qui est en zone. On a eu une terre qui a été vendue dans la zone d'expansion, qui a été vendue... à 60 000 l'acre, mais c'est en zone d'expansion, qui est quand même à 2 terres d'ici. Là. Mais ça ne veut pas dire que demain matin, on va bâtir des maisons là, parce que si on regarde les décisions récentes de la Commission de protection du territoire agricole, c'est qu'ils ne regardent pas juste dans l'environnement ils regardent régionalement, puis habituellement, toutes les demandes qui ont été faites dans ce secteur-là depuis 1 an ou 2, dans ces conditions-là, la Commission
a refusé parce qu'elle dit sur le territoire, dans un régional, il y a de la place en masse. Mais globalement, pour le niveau des prix des terres, que ce soit à Saint-Augustin ou dans le coin de l'aéroport qui est à Québec, actuellement, jusqu'à maintenant, on n'a pas l'effet de spéculation. On ne l'a pas encore, l'effet de spéculation comme il y a dans le coin de la ferme SMA à Beauport ou dans ces coins-là. Le cas des protos l'année passée. Nous, on ne vit pas ça encore. Moi, globalement, je suis optimiste pour l'agriculture. On parle de mon territoire, dans l'agglomération de Québec. Je pense que oui. Je pense que le pire est passé. Il va falloir être innovateur pour justement encourager la relève. Nicole Saint-Pierre, l'entreprise Pampa, et c'est des canneberges Manceau. Dans la canneberge, j'avais la canneberge naturelle, la canneberge séchée, on l'a au yogourt et au chocolat, trempé dans le chocolat. La canneberge naturelle, vous pouvez faire vos sauces à la canneberge avec 3 tasses de canneberge, une tasse d'eau, le sucre comme vous voulez, une tasse de sucre ou du miel, sirop d'érable. Quand la canneberge explose, bien, elle est prête. Ça me fait votre sauce aux canneberges. Vous pouvez faire des sauces pour accompagner le porc, le poulet, la dinde, l'oie. Autrefois, on mangeait juste des autocas ou des canneberges dans le temps des fêtes. Ben oui, mais là, c'est rendu plus que ça. Là. Plus que ça. Vous pouvez faire aussi des gâteaux aux fruits, des muffins, de la tarte, canneberge et pommes. Après ça, on a le jus de canneberge qui est très bon pour la santé. C'est un antioxydant et c'est bon pour les infections urinaires. Quelqu'un qui doit prendre des antibiotiques pour une infection urinaire, bien, ça va aider. Alors, puis ton jus, bien, c'est 1 once de jus pour 3 parts d'eau. Ça a vraiment des vertus là, particulières. Oui, particulières. Okay. C'est quoi votre plus gros vendeur au kiosque? Au kiosque, bien, ça dépend des journées. OK. Il y a les fins de semaine, c'est les enfants, c'est canneberge au chocolat. Aujourd'hui, canneberge au chocolat, puis canneberge séchée, parce que tu peux la mettre dans des salades. Tu peux faire des muffins aussi. Fait que c'est... puis avec le jus, tu peux faire des vinaigrettes. Tu mets à ton goût, parce que je cuisine. Fait que tu mets du jus de canneberge, vinaigre balsamique blanc, t'épices, un peu de sirop d'érable. C'est quoi justement les questions des consommateurs? Parce que la canneberge est de plus en plus connue, oui. Mais il y a encore certainement des gens qui ont toutes sortes de questions puis qui ne savent pas trop. Oui, ils ne savent pas trop, puis ils savent souvent que c'est un antioxydant. La seule affaire, peut-être. Oui, puis il y en a qui connaissent aussi pour les infections urinaires. Mais quand tu prends du coumadin, il ne faut pas en prendre. Parce que le coumadin éclaircit le sang et ça change la fourchette. OK. Et cette canneberge-là, ça vient de quelle région? La région des Bois-Francs, Manceau. OK. Donc, c'est vraiment une canneberge du Québec, du centre du Québec qui se ramasse ici. Oui. Et est-ce que vous êtes à l'année? À l'année ici, non, parce qu'il arrive en septembre au marché du Vieux-Port, jusqu'après le jour de l'an. OK. Et c'est quoi le contact que vous avez avec les consommateurs? Est-ce que vous aimez ce contact-là? Oui. Le fait qu'ils vous posent des questions? Oui, puis on donne des recettes parce qu'on a notre pamphlet, là, avec des recettes pour le porc, comment faire la canneberge, gâteau aux fruits. Bonjour. Puis gâteau des muffins, soit séchés ou nature. OK, parfait. Bien, merci beaucoup, madame. Bienvenue. Charles-Félix Ross, je suis économiste en chef pour l'Union des producteurs agricoles. Mon bureau est à la Confédération de l'UPA à Longueuil.
mon principal rôle, c'est d'être directeur de la direction recherche et politique agricole. Et le rôle de ma direction, moi je dirige l'équipe, mais le rôle de la direction, c'est d'alimenter les instances de l'Union, même les producteurs, les groupes affiliés, sur les dossiers agricoles, donc les programmes agricoles, les lois, les règlements, puis d'aider, d'accompagner les producteurs dans leur représentation, leurs revendications là, auprès du politique ou auprès de la société civile. Puis l'UPA, on est reconnu pour ça, c'est notre connaissance fine des dossiers agricoles. Donc, lorsqu'on se présente en commission parlementaire, lorsqu'on rencontre des personnels politiques, des élus politiques, on connaît nos dossiers, puis on est capable de faire valoir les bons arguments pour les gagner. Donc, la feuille de route de l'UPA depuis des années, des décennies, elle est excellente parce qu'elle a toujours eu, oui, des producteurs engagés qui militent, puis qui revendiquent, mais également toujours eu du bon personnel pour les alimenter puis préparer les dossiers pour être capable là, de gagner nos choses. Alors, Charles-Félix, on est ici pour parler des terres agricoles en zone urbaine. Peux-tu nous dire un peu, nous faire un petit historique, qu'est-ce que ça avait l'air il y a quelques années versus aujourd'hui, là, le portrait un peu des terres agricoles en ville? En fait, ce qu'on a vécu dans les 10, 20, même je dirais 30 dernières années, c'est vraiment une très grande urbanisation. C'est vraiment les villes qui se sont libérées, qui se sont étendues sur le territoire agricole. Au départ, les villages, les villes au Québec se sont établis où il y avait des terres, proches des cours d'eau, où il y avait des terres agricoles dans la plaine Saint-Laurent, la vallée du Richelieu, donc dans des endroits fertiles. Et la population du Québec a augmenté et les villes se sont étendues sans trop de planification, sans trop d'aménagement. Donc, ce qui fait que la ville grignote toujours de plus en plus sur le territoire agricole. On a moins de 2 % des terres du Québec, du territoire québécois qui est vraiment fertile, propice à l'agriculture. C'est plus beaucoup, là? Non, c'est pas très significatif. Et bon, je voudrais le fait marquant, c'est que ces villes-là grignotent de plus en plus sur le territoire. On perd 4000 hectares de terres agricoles par année, qui sont soit exclus de la zone agricole ou on utilise ces terres-là à d'autres usages que la production agricole. Donc, c'est énorme. C'est l'équivalent de la ville de Montréal sur une période, du territoire de la ville de Montréal sur une période de 10 ans. OK. Et là, il n'y a personne pour essayer de contrer ça? Il n'y a pas des règlements qui existent justement par rapport à ça pour protéger ces terres-là? Tu as la Commission de la protection du territoire agricole avec la loi qu'elle régit ou qu'elle supervise. Puis, ça fait le travail. Ça fait le travail dans l'ensemble. Ça a réussi à protéger. C'est une loi qui est contestée, énormément contestée par les municipalités, par les promoteurs immobiliers, par les gens qui ont toutes sortes de projets. Mais ça a réussi à maintenir le fort. Mais encore là, cette loi-là devrait être renforcée et il devrait avoir aussi une meilleure conscientisation, une meilleure planification, je dirais. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que la ville prend de la place et ça devient difficile de continuer pour les agriculteurs à faire de l'agriculture dans ce milieu-là urbain parce qu'il y a toutes sortes de contraintes, les routes, les plaintes des citoyens, toutes les problématiques de cohabitation. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui quittent l'agriculture, les terres sont laissées en friche, on appelle ça, il y a des îlots déstructurés. Donc, ça fait qu'à un moment donné, malgré qu'il y ait une loi, la pratique de l'agriculture proche de ces milieux urbains-là devient difficile. Est-ce qu'on est moins conscient que l'agriculture, ça rapporte quand même au niveau de l'économie? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est sûr que dans ce développement-là, il y a une vision très à court terme. Puis, comme je le disais, il y a une absence de planification parce que je crois que les deux pourraient cohabiter et dans l'intérêt général de la société et de l'économie québécoise. Je ne suis pas un spécialiste de l'aménagement du territoire, mais c'est démontré qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de densification. Donc, repenser la ville pour concentrer un peu plus les gens sur le même territoire, mais avec tous les services, moins de grandes superficies, de grands centres d'achat, de grands stationnements. Donc, réfléchir, moins de parcs industriels dans chacun des petits villages pour attirer, dans le fond, des payeurs de taxes. Donc, avec une meilleure planification du développement de nos villes, de nos villages, il y a la possibilité là, de maintenir intact le territoire agricole québécois,
puis dans l'intérêt de l'économie, parce que lorsqu'on s'étend, il y a des coûts énormes pour la société. On doit refaire les routes, il faut bâtir des infrastructures. Donc, ça a un coût énorme pour l'économie. Cette pression-là de la ville sur les terres, le principal impact, c'est que ça fait augmenter de façon artificielle le prix des terres. Donc, le problème, c'est lorsque les parents veulent transférer leur entreprise à un jeune de la relève ou veut vendre les terres à un jeune qui voudrait démarrer une entreprise agricole, ces actifs-là, présentement, deviennent inaccessibles dans certaines régions, compte tenu qu'il y a beaucoup de pression pour des promoteurs immobiliers qui achètent ces terres-là pour en faire éventuellement un développement résidentiel ou commercial. Mais il n'y a rien qui empêche personne au Québec. On est dans une économie de marché, donc tout le monde, techniquement, peut acheter des terres agricoles. Il n'y a pas l'obligation également de les exploiter. Donc, souvent, ce qu'ils font pour aller chercher le retour du programme de remboursement de taxes foncières, ils vont les louer à des producteurs agricoles. Par exemple, dans la communauté urbaine de Montréal, c'est 50 des terres agricoles qui sont louées. Donc, c'est des terres qui appartiennent à des promoteurs immobiliers, à des particuliers, à toutes sortes de personnes autres que des agriculteurs, mais ces terres-là sont louées aux agriculteurs et exploitées à des fins agricoles, 50 Dans la moyenne à travers le Québec, on parle de 30 de taux de location. Juste dans la grande région de Montréal, on est à 50 OK. À quoi ça peut ressembler la valeur des terres agricoles en 2015-2016? Bien, si on prend la moyenne pondérée de toutes les régions du Québec, en 1990, on était un petit peu en deçà du 2000 $ l'hectare. Et on est, avec les dernières données de la financière agricole qui ont été recensées par la financière agricole, on est à près de 16 000 $ l'hectare. Donc, sur une période là, de 25 ans, une augmentation là, de près de 800 de la valeur des terres agricoles, c'est énorme. Et dans certains cas, si on prend par exemple en Montérégie, la valeur des terres est tellement élevée qu'il n'y a pas de rentabilité économique. Il y a une rentabilité économique parce que les producteurs ne les ont pas payés puis ils ont une exploitation qui est rentable. Mais s'il y avait à vendre ces terres-là à un étranger qui aurait l'intention de faire de l'agriculture au prix, c'est pas une opération qui peut être rentable. On a toujours parlé qu'en agriculture, ça prenait 8 $ d'actifs pour générer $1 de revenus. Mais dans la région de la Montérégie, proche de Montréal, on est rendu pour une ferme de culture commerciale moyenne, on est rendu à 15 $ d'actifs en termes de valeur marchande pour générer $1 de revenus. C'est le double. Donc, ces fermes-là sont de plus en plus difficilement transférables à la génération suivante. Est-ce que tu penses qu'on s'en va dans une lignée qui est plus positive? Est-ce que les gens sont assez conscientisés aujourd'hui? C'est sûr qu'on en parle peut-être plus. Comment tu vois l'avenir d'accès aux terres agricoles? Bien, en fait, moi, je suis optimiste par rapport à l'avenir. Je crois que la population est derrière les agriculteurs. Elle veut protéger aussi son garde-manger. Elle veut protéger les terres agricoles. Les agriculteurs ont la volonté de continuer en agriculture. Beaucoup de jeunes de la relève agricole. Le problème présentement est au niveau politique, au niveau de nos gouvernements. Il n'y a pas de volonté ou de réelle volonté de politique de mettre en place des mesures. Comme il avait été mis en place avec la loi sur la protection du territoire agricole, il faut aller plus loin. Et là, présentement, on est dans le déni. Le gouvernement, le MAPAC, il nie qu'il peut avoir un problème avec le prix des terres, avec l'accaparement des terres. Donc, on est dans que la relève, que ce phénomène-là pose un problème à la relève. Donc, on est dans le déni et où on doit devoir continuer à mettre de la pression. Puis, c'est de convaincre le gouvernement, de convaincre notre ministre de l'Agriculture de faire des choses, de bouger, d'aller plus loin dans ce dossier-là.
Alors, Catherine, cette semaine, à la Voix agricole, on parle des terres agricoles et l'urbanisation. Donc, est-ce que tu as découvert certaines informations historiques à nous transmettre? Écoute, Cathy, quand on parle encore là de l'urbanisation puis de son effet sur les terres agricoles, c'est pas d'hier qu'il y a des tensions. C'est quand même un dossier qui est assez délicat. Imagine-toi donc, déjà à l'époque de la Nouvelle-France, la question de l'attribution des terres, là, il y avait déjà des tensions autour de ça. Parce que le problème, c'est qu'il y a des personnes qui se faisaient concéder des grands bouts de territoire, soi-disant pour l'exploitation agricole, mais finalement, ils faisaient rien avec ça. Alors, ça faisait des grands bouts de terre qui ne servaient à rien dans la colonie et ça, c'était pas très avantageux. Alors, à un moment donné, on a décidé de changer de direction avec ça, de morceler le territoire, donc de faire des plus petits morceaux et d'en attribuer à davantage de personnes pour que ça soit vraiment mis en valeur. C'est comme ça qu'on a eu quand même une belle installation dans toutes les seigneuries, entre autres dans la région de la grande capitale nationale, où il y a vraiment une densité de population. Tu sais, quand on regarde un plan aérien de Charlebourg, puis qu'on regarde le trait carré avec son installation en rayonnement, on est vraiment dans cette idée-là là, d'installer les terres pour maximiser l'accès à l'eau, l'accès au centre urbain, l'accès à l'église aussi également. Fait que ça, c'est assez particulier. C'est sûr qu'au 19e siècle, avec la fameuse industrialisation, ça va faire beaucoup de pression sur les territoires agricoles parce que plus ça va, plus on est obligé de reculer les zones agricoles pour installer davantage de faubourgs, hein, de zones pour installer les gens, de construire des maisons, des logements différents. Et ça va faire beaucoup de pression, malheureusement, sur l'agriculture. Mais à un moment donné, bien, on réussit quand même à tirer notre épingle du jeu. Ici, je vais te montrer une carte aérienne de la zone de Vanier dans les années 1940. On est en 1948. Et ici, c'est le même secteur de nos jours, donc 2015 en fait. C'est pas la même chose, hein? Et on voit que tout ce qui était terre agricole, ça s'est densifié en l'espace pratiquement de 60 ans. C'est complètement fou. Alors même au sein même des villes, mais à l'extérieur également, c'est un phénomène qu'on peut facilement observer comme ça dans le paysage. Qu'est-ce qui nous attend pour l'avenir? Je ne sais pas. C'est sûr qu'il va y avoir une gestion très, très serrée et très saine à faire à ce propos-là au niveau des terres agricoles. Parfait. Merci beaucoup, Catherine. Je t'en prie.